Alors aujourd'hui, on se penche sur le Togo et plus particulièrement sur l'année 2024, une année vraiment charnière, vous allez voir. On va parler des tensions très fortes entre une réforme de la Constitution et une répression des libertés. Et tout ce qu'on va dire, c'est basé sur le dernier rapport d'Amnesty International. Un poème sur Facebook, un appel à manifester, des actes qui semblent ordinaires, non ? Eh bien au Togo, en 2024, ça pouvait vous envoyer en prison, ou pire. Cette phrase, elle est terrible, et elle donne tout de suite le ton. Elle nous montre à quel point l'espace pour s'exprimer s'est réduit comme peau de chagrin. C'est vraiment de l'acte tout part. Imaginons un instant l'acte le plus banal, le plus ancré dans notre quotidien. Ouais, le genre de truc qu'on fait sans y penser. Exactement. On prend un téléphone, on ouvre une appli et on partage un texte. Ça peut être, je sais pas, une réflexion personnelle, une blague ou juste un avis sur l'actualité. C'est automatique, quoi. C'est devenu un réflexe invisible pour la plupart d'entre nous. Voilà. Mais transposons maintenant ce même geste précis, ce simple clic, dans un contexte où ça devient soudainement un aller simple pour la prison. Ah oui, le changement de décor total. C'est ça. Un contexte où exprimer une opinion déclenche une descente de police en pleine nuit. Et c'est exactement cette métamorphose brutale, cette redéfinition totale du quotidien qu'a subi le Togo tout au long de l'année 2024. Et c'est un basculement qui s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Pour déconstruire cette mécanique aujourd'hui, dans notre exploration en profondeur, on s'appuie sur une documentation vraiment très rigoureuse. Oui, on a des sources solides. Tout à fait. On a le dernier rapport annuel d'Amnesty International sous les yeux et aussi des enquêtes de la presse togolaise, notamment de Togo Breaking News. Des articles très fouillés d'ailleurs. Très. Et notre mission ici, c'est pas juste de faire une liste d'arrestations. L'enjeu, c'est vraiment de comprendre comment des réformes institutionnelles massives, décidées tout en haut de l'État, finissent par ricocher. Ouais, par impacter la vie de tous les jours. Exactement. Comment ça vient s'immiscer dans la vie intime des gens ordinaires. On va analyser comment l'accès à l'information et les libertés ont été reconfigurés en quelques mois à peine. Au Togo. C'est clair. Donc notre but ici, en tant qu'analyste, c'est de cartographier fidèlement les faits, les témoignages et les conclusions des rapports. On n'est pas là pour prendre parti. Non, pas du tout. On ne valide ni n'invalide les opinions politiques des acteurs mentionnés. C'est purement informatif. On observe les rouages, fait tout. Je suis ravie de faire cet exercice avec toi d'ailleurs. Pareil, je suis prêt. On va suivre l'évolution d'une tension qui monte mois après mois. Bon, décortiquons tout ça. Parce que dès les premières pages, on est frappé par un contraste fou. Ah oui, le décalage est immense. D'un côté, on a l'appareil d'État qui légifère, qui modifie ses structures, et de l'autre, sur le terrain, la poésie devient une menace pour la sécurité nationale. Ouais, littéralement. Je pense à ce qui se passe en janvier. J'ai noté le cas d'Honoré Sokpor. C'est pas un leader politique, le gars, c'est un artiste. Qu'est-ce qui justifie qu'on déploie la machine judiciaire pour un simple poème sur Facebook ? L'affaire Honoré Sokpor, c'est vraiment l'indicateur précoce du climat qui s'installe. Ce qui est fascinant ici, c'est la disproportion totale de la réponse. C'est clair, c'est démesuré. Le 12 janvier, il publie ce poème. Il dénonce ce qu'il perçoit comme des procédés arbitraires du gouvernement. Et la réaction de l'État est immédiate. Il est arrêté direct. Arrêté et inculpé pour incitation à la rébellion. Il faut peser le poids de ces mots. Qualifier un poème d'incitation à la rébellion, c'est transformer une critique en acte de guerre. C'est fou. Et les conséquences sont lourdes, hein. Il sera libéré sous caution seulement en décembre. Près d'1 an de prison pour des vers. Mais c'est un signal terrifiant pour la population. Ça veut dire que le curseur de tolérance est à 0. Facebook, qui était une sorte de soupape de décompression, devient un champ de mine. Exactement. Mais pourquoi cette panique soudaine ? Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à réagir comme ça ? Alors, pour comprendre ça, il faut lever les yeux de son écran et regarder vers le nord du pays, dans la région des savanes. Le Togo aille pas sous cloche. Ouais, il y a le contexte régional. Voilà. Le pays subit de plein fouet le conflit du Sahel central. C'est une menace existentielle réelle. Les sources parlent d'une 60aine de morts entre janvier et août à cause d'attaques de groupes armés. Ah oui, 60 morts, c'est pas rien. Ça crée des milliers de déplacés, j'imagine. Exactement. Donc face à ça, l'état d'urgence sécuritaire est prolongé en mars dans cette région. D'accord, on a donc une vraie crise militaire qui justifie des mesures d'exception aux frontières. Mais le rapport d'Amnesty montre que cette urgence déborde de son cadre, non ? C'est tout le nœud du problème en fait. Un État doit protéger son territoire, c'est son devoir. Mais le risque, et c'est ce qui est documenté ici, c'est que l'argument de la sécurité nationale devienne un outil à tout faire. Un prétexte. Ouais, utilisé non seulement contre les groupes armés au nord, mais aussi pour faire taire la dissidence pacifique en plein cœur de Lomé, la capitale. Ce qui nous amène au mois d'avril.
Pendant que l'état d'urgence est maintenu, on a ce séisme institutionnel, la nouvelle constitution. Le grand tournant de l'année. Voilà. Mais concrètement, comment ce texte change la donne au Togo ? Si on relie ça à la situation globale, cette constitution, c'est une manœuvre de concentration du pouvoir. Le changement majeur, c'est le transfert des leviers vers une nouvelle figure, le président du Conseil des ministres. Et c'est pas juste un changement de nom, on est d'accord. Ah non, dans beaucoup de systèmes qui font ça, déplacer le pouvoir exécutif vers un poste issu du Parlement, ça permet de contourner les limites des mandats présidentiels. Ah, je vois. Et le rapport souligne que ce poste est tout de suite assumé par Forge Gnassingbé. Qui est au pouvoir depuis 2005. C'est ça. Donc ça verroule le pouvoir au sommet, avec une assise juridique forte, pendant que les taux sécuritaires se resserrent sur la population. J'avoue que je suis perplexe sur un point précis. Au beau milieu de ce verrouillage, en avril, le gouvernement promulgue une grande loi sur le changement climatique. Ouais, le timing est intéressant. C'est presque surréaliste, hein. Est-ce que c'est une vraie conscience écologique ou juste un écran de fumée pour rassurer l'international pendant qu'on modifie la Constitution ? Cette question de l'écran de fumée diplomatique est super pertinente. Aujourd'hui, les engagements climatiques, c'est une monnaie d'échange. Pour obtenir des financements ? Des financements, de la respectabilité, la validation des bailleurs de fonds. Ça crée un paradoxe hyper efficace. Tu donnes des gages de bonne gouvernance à l'extérieur et en même temps, tu durcis le contrôle à l'intérieur. Sauf que ce contrôle interne va très vite exploser. Entre la Constitution et la crise du coût de la vie, la pression monte. En mai, on quitte Facebook pour aller dans la rue. Et la répression monte d'un cran. L'escalade est illustrée par le chanteur Amron. Fin mai, il appelle à se mobiliser sur les réseaux. Bim, arrestation chez lui, en pleine nuit, sans mandat. Les méthodes classiques, malheureusement. Mais le pire, c'est la suite. À sa libération fin juin, il déclare avoir été interné de force en hôpital psychiatrique et forcé de prendre des médicaments. Comment on analyse ça ? L'utilisation de la psychiatrie punitive, c'est un palier critique. Ça attaque l'individu dans son essence. Psychologiquement, ça vise à briser la résistance de la personne. C'est terrifiant. Et politiquement, l'objectif, c'est de délégitimer le message. Si tu mets un opposant en prison, tu en fais un martyr. Mais si tu le mets à l'asile... Tu sous-entends qu'il est juste fou. Exactement. Que sa colère face à l'injustice n'est qu'un symptôme médical. C'est une stratégie pour discréditer la contestation aux yeux du public. D'une violence inouïe. Mais ça ne suffit pas. Car en juin, les Togolais descendent quand même dans la rue. Et là, l'État sort les grands moyens. 81 personnes arrêtées début juin. On passe d'un ciblage précis à une gestion de foule pure et dure. La doctrine, c'est l'étouffement par le nombre. Pour vider les rues. Vider les rues et saturer la justice pour instaurer la peur. Et pour être sûr que personne ne le sache, l'État s'attaque à l'information. Le 6 juin, la gendarmerie force une correspondante de TV5 Monde à effacer ces images. La censure en direct. 10 jours après, RFI et France 24 sont suspendus. Et le pompon, entre juin et septembre, Internet est coupé, les réseaux sont bloqués. L'image que j'ai, c'est d'une maison qu'on plonge dans le noir. On coupe le téléphone et on laisse les habitants seuls avec des hommes armés. C'est une très bonne image. Et quand tu éteins la lumière, c'est là que l'impunité prend toute sa place. Couper Internet a un double but. Désorganiser les manifestants. Oui, détruire la logistique. Sans messagerie, impossible de se regrouper. Et surtout, tu contrôles le récit. Parce que les images ne sortaient pas ? Si les vidéos de violence n'atteignent pas la presse, l'événement n'existe pas pour le reste du monde. Cette opacité favorise l'escalade de la violence. Et on le voit de manière tragique, fin juin. Les rapports décrivent une scène de panique hallucinante. Pour fuir les lacrymos et les arrestations, des passants, même des personnes âgées et des mineurs, se sont jetés dans les lagunes de Lomé. Faut s'imaginer l'état de terreur pour en arriver là. Se jeter dans des eaux urbaines pour sauver sa peau. Et les conséquences ont été désastreuses. 7 corps sans vie ont été repêchés dans ces lagunes. C'est la preuve brute d'un maintien de l'ordre qui a perdu toute proportion. Une enquête a été annoncée en juillet sur 5 de ces victimes, non ? Oui, suite à la pression publique. Mais amnistie est formelle. Jusqu'à la fin de l'année, silence radio. Aucune info sur l'avancée de cette enquête. Le silence institutionnel recouvre tout. Et ce silence, on le retrouve ailleurs. Début juin, 14 personnes arrêtées dénoncent des actes de torture. Des dénonciations appuyées par des certificats médicaux, attention. Ils portent plainte au tribunal militaire. Et rien ne se passe. L'inaction face à ces plaintes détruit la confiance publique. Quand la justice, censée te protéger, refuse d'enquêter sur des actes de torture, ça valide l'impunité policière. La peur devient une institution. C'est là que ça devient vraiment intéressant si on regarde la stratégie globale. On pourrait penser qu'après ces drames dans les lagunes, l'État chercherait à calmer le jeu.
On pourrait croire ça, oui. Mais pas du tout. En août et septembre, la répression ne s'arrête pas, elle mute. Elle passe d'une répression réactive à une intimidation préventive systématique. Le 22 août, Armand Agblésé et Osé Agbagno de Tournons la page sont arrêtés. Pourquoi? Juste parce qu'ils planifiaient une manifestation. Étouffé dans l'œuf. Et fin août, le mouvement du 6 juin, des artistes de la diaspora voient sa marche interdite. Et pire, les forces de l'ordre encerclent physiquement les domiciles de leurs soutiens locaux. De l'assignation à résidence sans aucune base légale. Juste la force brute. Et en septembre, ça continue. Amron est de nouveau arrêté. Mais le gros choc, le 17 septembre, c'est Marguerite Ginacadé. Ah, ça c'est un tournant majeur. C'est pas une petite militante, c'est l'ancienne ministre de la Défense, arrêtée pour avoir diffusé des vidéos demandant la démission du président. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir de cibler ses propres anciennes figures? Ça montre que la ligne rouge s'est déplacée. Le silence n'est plus seulement exigé de la société civile ou des jeunes. Ça s'impose même aux élites et aux cercles internes. Personne n'est à l'abri en gros. Voilà, les statuts passés n'offrent plus aucune protection. En frappant le haut de la pyramide, le pouvoir parachève son contrôle absolu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour ceux qui nous écoutent? Si on rassemble les pièces, on voit que cette refonte de la Constitution a totalement altéré le quotidien. Ouais, la vie de tous les jours est transformée. S'informer ou poster un commentaire, c'est devenu hyper dangereux. Le paysage mental des citoyens est complètement redessiné par la peur d'être arrêté ou interné. Cela soulève une question importante sur l'avenir du contrat social. Les défis sécuritaires dans les savanes sont réels. Lutter contre le terrorisme, c'est crucial. Bien sûr. Mais quand on détourne cet impératif pour justifier la suspension de l'état de droit, la torture et la censure, on détruit la transparence vitale du pays. Une nation où les gens se noient pour fuir la police, ça fragilise ses propres fondations de l'intérieur. Ce qui m'amène à une réflexion finale, un peu comme une question ouverte. On parlait de cette loi climat tout à l'heure, censée projeter le pays vers l'avenir. Oui, le paradoxe écologique. Mais comment une société peut-elle innover ou résoudre des crises mondiales si son terreau créatif est stérilisé? Quand les jeunes et les artistes comprennent qu'une idée différente mène à l'asile ou en prison, la peur devient le système d'exploitation de la société. Un pays peut-il vraiment construire un avenir résilient quand l'esprit critique est vu comme une menace? C'est vraiment la question profonde que nous laisse cette analyse de la situation au Togo.